c'est FEV donc, qui organise ce webinaire aujourd'hui. Donc FEV, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire créée en 2020, a pour objectif d'installer la nouvelle génération d'agriculteurs, hein, puisqu'on se retrouve face à un immense défi de renouvellement des générations dans les 5 à 10 années à venir en agriculture. Le foncier étant devenu le frein principal à l'accès aux terres pour cette nouvelle génération, FEV, grâce à sa foncière solidaire, euh, achète des fermes et installe des porteurs de projets qui sont en location avec option d'achat sur ces fermes. Et donc, ces porteurs de projets qui sont triés sur le volet s'engagent dans des pratiques agroécologiques et bio. Donc ça rejoint complètement notre sujet du jour, notre sujet sur l'agriculture biologique de conservation. Petit rappel pour les derniers arrivants, le webinaire va être enregistré et vous pourrez le retrouver sur le site internet de FEV et sur YouTube. Le replay, évidemment. Donc, un grand sujet aujourd'hui, l'agriculture biologique de conservation. Alors, c'est effectivement de son petit acronyme l'ABC, qui est une agriculture déjà bio, hein, donc qui répond au cahier des charges de l'agriculture biologique que tout le monde connaît, mais qui en plus, donc le mot conservation vient de conservation des sols, donc va être une agriculture avec un travail très minimum du sol, sans labour, très souvent avec des pratiques telles que des couverts végétaux, des rotations longues, dans une optique, on va dire, de régénération. Mais je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet parce que je pense que nos deux intervenants vont en parler mieux que moi. Donc David Guy, qui est agriculteur en Loire-Atlantique, qui est passé en agriculture biologique de conservation depuis quelques années, et Quentin Sengers, qui est coordinateur national de l'association Les Décompactés de l'ABC, donc qui est un collectif qui a pour objet d'animer un réseau d'agriculteurs et d'agricultrices comme Guy, qui sont des agriculteurs chercheurs et qui permet de vulgariser en fait des avancées en matière d'agriculture biologique et de conservation des sols. C'est parti, messieurs. On va commencer. On en a pour une petite heure ensemble. Alors, je vous propose, si vous avez des questions, de vous les noter et de les garder peut-être pour la fin, à moins que ce soit vraiment des questions, on va dire, simples de précision de certains éléments, auquel cas, n'hésitez pas à lever la main et on y répondra. Donc, on va commencer par Quentin. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition, ce qu'est exactement l'ABC, l'agriculture biologique de conservation, quels sont ses piliers en termes techniques et agronomiques? Ok, bonjour à tous. Ce qui est exactement, peut-être toute la nuance va résider dans le exactement. Deux petites précisions quand même. Donc, ouais, les décompactés de l'AVC, c'est une association en cours de reconnaissance d'intérêt général. Et moi, je suis à mi-temps coordinateur. Et c'est important pour moi parce que je m'installe du coup avec Grégory Turland dans la banlieue toulousaine sur 2,5 hectares. Donc, je suis en cours d'installation en maraîchage, arbo, petits fruits. Voilà, en pluriactivité. Et c'est très important parce que du coup de connaître l'ensemble pour parler ABC, on parle technique agronomie, mais on va aussi parler, il faut le relier. C'est le siècle de l'approche système. Et donc l'ABC, c'est de l'approche système, c'est l'agriculture biologique de conservation. Donc effectivement, c'est pour nous la définition, je vais en donner deux. La première qui est assez répandue et assez connue, c'est la boîte à outils. Donc l'agriculture biologique de conservation, c'est un ensemble de pratiques techniques peu importe les filières, même si ça vient vraiment de la grande culture. Et donc souvent, c'est plutôt répandu en polyculture élevage et en grande culture. Mais ça peut aussi ça va être en lien avec le maraîchage. Là, voilà, c'est tout un tas de pratiques qui vont être mis en œuvre et finalement un peu comme un plateau de régie où je vais jouer comme si mon métier de régisseur ou d'agriculteur, c'était de jouer avec le sol et les cultures en place qui sont le groupe que je vais essayer de faire parler et de faire que le concert se passe bien pour tout le monde. Donc, on puisse avoir une production agricole. Donc ça, c'est une première définition, celle qu'on utilise souvent, c'est un ensemble de pratiques et on pourra rentrer dans le détail des pratiques. Et si on vient sur un volet historique, donc nous, on est en train, en fait, avec le think tank de la Fabrique écologique, de faire ce qu'ils appellent des décryptages, donc qui devraient être publiés à la rentrée ou plus tard fin d'année, avec comité de lecture, du coup, d'une définition de l'ABC, parce que justement, chacun peut un peu faire sa définition aujourd'hui.
on peut parler aussi d'agriculture régénérative, ça se croise beaucoup et c'est en cours de définition. Voilà et donc nous, la définition qu'on a et notre base historique, c'est Maurice Clerc, qui était chercheur au FIBEL suisse, qui en a parlé en 2015 dans un colloque, qui disait AB plus AC égale ABC. Donc là, on peut avoir la racine bio, donc agriculture biologique sans produits phyto de synthèse ou d'engrais de synthèse, des rotations, de l'association, de la diversité, qui vise une alimentation saine et le cahier des charges de la bio, qui s'est quand même vraiment concrétisé en réponse à la crise de la vache folle dans les années 80. Et donc un enjeu de traçabilité donc, qui vient aussi du consommateur. Et donc il y a des trous dans la raquette de la bio, notamment tout ce qui est le travail du sol. Et donc on ne connaît pas encore trop les êtres vivants dans le sol. On a quelques clés, mais ça reste une grosse boîte noire quand on sait que c'est l'essentiel de la biodiversité sur Terre. Donc, c'est bien de la préserver, mais on creuse aussi les connaissances pour orienter nos pratiques techniques en fonction des connaissances qu'on aurait sur les sols. Et de l'autre côté, on a un mouvement qui vient notamment des États-Unis en réponse dans les années 20 au Dust Bowl, donc Dust pour poussière, et donc le Midwest américain qui était travaillé jusqu'à ce que l'érosion éolienne fasse qu'on mourait de pneumonie. Et donc, donc je peux même le valider parce que j'ai fait un master aux États-Unis où il y a plus de 60% des terres qui sont en semi-direct. Donc, il y a d'autres soucis, c'est-à-dire enfin, d'autres questions sociétales. Il y a énormément d'OGM, de monoculture, de soja ou de maïs, parce que sinon, on a le maïs Roundup Ready qui pousse dans le soja et ça pose problème. Je sais un peu que c'est caricatural ce que je dis, mais c'est voilà, c'est donc il y a d'autres problématiques, mais il y a un soin au sol et l'agriculture de conservation des sols vient de là et a été complètement développée par les réseaux que connaît d'ailleurs, je suis plus jeune que David Guy, du réseau Base, réseau A2C, enfin le site agriculture de conservation. Et il y a toute une mouvance beaucoup portée d'ailleurs par Mathieu Archambault et Frédéric Thomas en France, notamment entre autres avec donc cet ACS qui est aussi basé du coup, et il faut le dire, c'est pas péjoratif, sur le glyphosate, l'usage de désherbants qui simplifie beaucoup les choses et qui fait aujourd'hui que c'est des systèmes qui sont assez robustes du moment qu'on a de l'engrais minéral. Aujourd'hui, on arrive à faire de l'agriculture sans travailler les sols. Mais voilà, on a ces produits phytosanitaires et cet engrais minéral. Et du coup, l'idéal, le Graal, souvent dit, ce serait de faire les deux, peu importe les filières. Donc, de ne pas travailler les sols, de ne pas utiliser de chimie de synthèse et de faire du bio, de l'aliment sain, etc. Donc, ce serait l'ABC. Merci beaucoup, Quentin, pour cette définition très complète. On n'a pas fini d'en parler. Alors, David Guy, donc on a la chance d'avoir un agriculteur effectivement autour de la table qui va pouvoir nous parler vraiment de son expérience. Alors, quelles sont tes productions? Depuis quand tu pratiques l'agriculture biologique de conservation et comment tu pourrais définir, toi, l'agriculture biologique de conservation à partir de ton expérience sur les terrains et comment elle a évolué ces dernières années? Voilà, j'ai réactivé le micro. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors pour me présenter, oui, je suis agriculteur. Pour être tout à fait transparent, pardon, je ne suis pas que agriculteur parce que j'ai toujours été plus réactif. Mais c'est aussi une des raisons qui a fait que je me suis intéressé à la préservation des sols. Je vais vous expliquer. Parce que je suis hors cadre familial, moi, mes parents n'étaient pas agriculteurs. Donc j'ai repris une ferme de 170 hectares de polyculture en 2003. Et donc, je me suis tout de suite intéressé à l'agriculture de conservation, pas du tout par intérêt agronomique, mais uniquement par contrainte économique et de temps de travail. Parce que j'ai toujours été plus réactif pour nourrir ma famille au départ, en tout cas. Et donc, c'est pour ça que je suis parti très tôt, dès 2003, sur l'agriculture de conservation. Et j'ai basculé en bio en 2016, donc c'est beaucoup plus récent. Hein. Il faut rester assez humble puisqu'on va attaquer la 9e récolte en agriculture biologique de conservation. Donc moi, quand je suis passé en bio, il n'était pas question de repartir à la charrue parce que j'avais vu concrètement les intérêts sur le long terme de se passer de travail du sol, sur la qualité des sols,
puisque j'ai des sols plutôt fragiles, limono-sableux, sablo-limoneux, selon les parcelles, qui, plus on les travaille, plus ils s'abîment. Et à l'inverse, moins on les travaille, plus ils ont tendance à se grader. Euh, donc la question, l'ABC, qu'est-ce que c'est? Donc pour moi, ça a été une évolution de l'AC vers l'ABC. Donc l'AC aujourd'hui, la définition, elle est à peu près universelle sur toute la planète, hein. Il y a 3 piliers, hein, grosso modo, pour faire simple. C'est un, couvrir ses sols le plus possible, si possible tout le temps, mais on sait que c'est pas possible, donc on couvre ses sols le plus possible. Deuxièmement, travailler ses sols le moins possible, donc très peu de perturbations. Et troisièmement, apporter de la diversité dans l'assolement. C'est ça les 3 grands piliers. Donc c'est ces 3 piliers que j'ai conservés quand je suis passé à l'agriculture biologique. Donc l'ABC, c'est la rencontre de 2 logiques. Un, se passer de produits chimiques de synthèse et sur l'AB, et 2, se passer de travail du sol le plus possible sur l'AC. Donc c'est ce que je mets en œuvre maintenant depuis sur l'AC depuis 22 ans et depuis 9 ans sur l'AB. Merci Guy. Quentin, est-ce que tu peux nous dire combien d'agriculteurs pratiquent aujourd'hui en France l'agriculture que pratique David sur ses terres? Enfin, en tout cas, l'agriculture biologique de conservation au sens large, pas que effectivement sur de la polyculture. Ça a coupé, pardon, j'ai pas entendu si ça me concerne. Excuse-moi, je te demandais effectivement, bah là on a le témoignage de David. Oui. Et combien d'agriculteurs pratiquent l'agriculture biologique de conservation en France aujourd'hui? Quelle est la dynamique nationale? Est-ce que ça a tendance à augmenter? Est-ce qu'il y a des freins structurels par région? Enfin, ce genre de choses. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est une très bonne question. Donc, on a un bon suivi de l'agriculture bio, par notamment les statistiques de l'agence bio. Donc, aujourd'hui, on est à 15% de la sol française en bio. Et en agriculture de conservation, j'ai demandé à ChatGPT ce qu'il en pense. Et donc, c'est les statistiques du gouvernement. Effectivement, il y a eu un rapport. Ça m'a rappelé que l'an dernier, on avait été auditionné euh, par, je sais plus de quel organisme émanant du ministère de l'Agriculture sur l'agriculture de conservation. Et donc, c'est 4 à 5% des surfaces françaises en agriculture de conservation. Et finalement, la réunion des deux, alors ChatGPT, c'est pas, mais il y a une statistique quand même autour de 47% de surface française sans labour aussi et en conventionnel. Parce que stricto sensu, donc la définition que je viens de donner avec les 3 piliers, David Guy, ce serait 4-5%. Mais vraiment zéro travail du sol, semi-direct absolu. Voilà, à 4-5%, 47% sans labour. Et donc, en fait, ce serait sûrement l'ABC tel que discuté aujourd'hui, donc avec un peu de gratouillage, enfin un petit peu de travail du sol, des semi-directs occasionnels, euh, mais tout de même un peu de travail du sol raisonné. C'est c'est- c'est- c'est quelques pourcents, quoi. C'est très peu. Si on compte les 47% sans labour globalement en conventionnel et 15% de bio, voilà. Et effectivement, nous, donc les décompactés de l'ABC, euh, quand on dit enfin, l'interréseau de l'agriculture de conservation, c'est que les gens travaillent de près ou de loin sur le sujet. Mais en fait, stricto sensu, voilà, de rassembler toutes ces pratiques, c'est peu caractérisé. Donc on n'a pas de vision euh, globale. Et donc là, effectivement, on peut faire un lien avec peut-être un frein structurel en tout cas de l'ambiance organique du développement aujourd'hui de l'AB, ne serait-ce que de l'ABC, pardon, qui est aussi en fait la même chose des fois que l'agriculture biologique, l'agriculture régénérative bio, que la permaculture. Enfin, il y a des croisements, il y a vraiment des croisements et donc des choix sémantiques aussi. Donc, comment on se définit en fait, quelles pratiques on fait. Euh, et, euh, et donc, effectivement, structurellement là, on arrive à une multitude de structures
des structures historiques. Donc là, il y a quand même trois grands réseaux, hein, le réseau CIVAM, réseau bio, FNAB avec ses émanations locales, euh, et les chambres d'agriculture, les organismes consulaires, qui travaillent en fonction des dynamiques locales des agriculteurs, de près ou de loin, sur l'ABC. Et après, on a toutes les structures que nous, on appelle d'émergence citoyenne, qui émergent beaucoup dans les années 2010, qui sont souvent nationales. Donc, il y a Pour l'agriculture du vivant, Ferme d'avenir, on peut mettre FEV, là, on parle d'ABC. En tout cas, d'émergence autre que directement du monde agricole, ou d'autres structures. Enfin, voilà, il y a vraiment une multitude de structures qui travaillent toutes et qui sont au four et au moulin souvent et qui évoluent parfois en parallèle, pas forcément, je veux dire, en concurrence, mais voilà, il y a énormément de travail, pas forcément beaucoup de moyens, euh, et peu de fédérations finalement. Euh, ouais, voilà. Ce que je peux dire, c'est après, je pense que je vais embrayer sur d'autres sujets dont on va parler peut-être. Merci Quentin. Bon, je comprends que c'est quand même quelque chose d'encore confidentiel aujourd'hui, qui est difficilement suivi. Quel est votre rôle du coup dans l'association? Bon, tu as commencé à en parler un petit peu, mais comment vous faites justement pour aider un maximum d'agriculteurs à peut-être franchir ce cap de l'ABC, à les accompagner? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de votre accompagnement, de Ouais. votre rôle auprès des agriculteurs? Alors, juste avant, je vais préciser, tiens, c'est très bien d'avoir dit c'est confidentiel. En fait, c'est peut-être confidentiel de faire toutes les pratiques ABC telles qu'on l'a défini là, et que c'est un horizon, en fait. C'est plus un horizon qu'on définit, mais par contre, j'ai jamais rencontré un agriculteur qui fait aucune pratique qui fait partie de l'ABC. De penser son travail, enfin, et David Guy l'a partagé. Enfin, c'est souvent des considérations économiques de temps de travail qui croisent, en fait. Et donc, c'est implémentable. Après, de là, avoir un système totalement en ABC, et là, ça croise peut-être avec notre accompagnement. Euh, enfin, ce qu'on essaye de faire, parce que donc moi, je suis à mi-temps en théorie, et je fais aussi un peu de bénévolat du coup. En plus, mais j'ai trois personnes qui travaillent activement avec moi, qui sont rémunérées, et après il y a des bénévoles. Et justement, nous, notre but, les Décompactés, c'est une association qui a été créée par nécessité, entre guillemets, c'est-à-dire par constat qu'on est des humains, on est imparfait, on a des fois des dogmes, on a tous des égos. On a envie tous d'avancer et là on est quand même sur un gros mur climatique, enfin, et des gros enjeux sociétaux. Donc, comment est-ce qu'on pourrait créer une structure qui ne soit pas une nouvelle chapelle et qui valorise les réseaux et les bonnes volontés du moment qu'on se place dans un cadre de déontologie scientifique et des accords sains, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'on peut très bien ne pas être d'accord sur ces pratiques et chacun peut trouver peut-être sa vérité ou enfin, surtout les agriculteurs dans leur situation en général. euh, L'agriculteur chez lui, c'est quand même le meilleur, enfin, qui connaît les microclimats de ses parcelles. Euh, Qu'est-ce qu'il peut faire, quelles sont ses compétences à lui, son contexte socio-économique, etc. Donc voilà, d'avoir cette approche non dogmatique, d'où d'ailleurs le nom, hein. Les décompactés de l'ABC, c'est être décompacté du cerveau avant de décompacter les sols. C'est un peu le sujet, mais du coup de se dire, potentiellement, je vais quand même travailler mon sol en fonction des connaissances que je peux avoir, parce qu'il faut que je vive de mon métier et qu'aujourd'hui, il y a plein de freins de connaissances fondamentales euh, vers cet horizon, effectivement, de zéro travail du sol en bio. Donc, comment nous, on aide? On aide d'abord en essayant de notre premier pilier, parce qu'on a trois pôles de travail. Notre premier pôle, c'est d'essayer de, euh, avec le garde-fou de la connaissance scientifique, de la déontologie scientifique, d'essayer de diffuser, de faire savoir ce qui se fait sur le terrain, inter-réseau. Donc, pour ce faire, on a nos rencontres nationales de l'ABC qui ont été initiées par Écosystème et Mathieu Archambault et qu'on organise depuis 2020 maintenant, en partenariat avec des structures locales. Donc, l'année prochaine, vous êtes tous invités à venir du 27 au 29 janvier en Vendée. Donc, c'est avec la Chambre d'agriculture Loire-Atlantique et le GAB local de Vendée qu'on organise les rencontres. Donc, c'est un grand moment d'échange. Donc, on fait aussi des formations, des conférences, essayer de disséminer, nous, où on donne du contenu pour que le plus possible, on ne puisse pas dire que le semi-direct, c'est impossible en bio. Non, il y a de la nuance. Il y a de la nuance tout le temps et il y a déjà des cas
et David Guy peut en témoigner, des situations où ça peut marcher. Il nous manque beaucoup de connaissances, il faut sécuriser au niveau économique, mais voilà, ça se construit et ça se construit notamment c'est il y a 2 vraiment clés, il y a 2 grandes clés, c'est ces compétences d'agriculteur, qui sont pas les mêmes en fait. Un agriculteur en ABC ou qui tend vers l'ABC va devoir apprendre, monter en compétences, sur de l'observation, sur d'autres outils. Voilà, quelqu'un qui est très bon à labourer, ben, si on arrête le labour, il y a voilà, il y a d'autres pratiques de travail du sol et le sol, finalement, doit aussi monter en compétences, où le sol, l'équilibre du sol en face, champignons, bactéries, toute l'écologie du sol et en fait un certain équilibre en fonction des pratiques que je lui fais. Donc il y a tout un temps d'évolution. Donc on essaye d'accompagner, cette évolution. Donc je l'ai dit, par, la diffusion, via aussi des réseaux, donc la création de références. Donc c'est le but de diffuser sur Triple Performance, la plateforme agroécologie aussi de PADV, enfin les plateformes qui existaient déjà vers de terre production, de ne pas faire doublon en fait avec ce qui existe. Heu voilà et on a donc et j'arrive et je clôturerai sur ça, on l'idée en cours là, c'est de justement d'arriver à caractériser, les pratiques des «pionniers» entre guillemets parce qu'ils aiment pas qu'on les appelle les pionniers parce qu'en fait, ils sont en chemin, enfin, il y a personne aujourd'hui, hein, faut être clair, hein, qui fait du strictement que du semi-direct en bio, et qui, on va dire, dans des standards classiques. Je parle pas de peut-être de marché de niche, où là, par exemple, on peut aussi récolter des mauvaises herbes pour faire de l'oisellerie. Enfin, ça existe et c'est bien, mais tous les agriculteurs ne peuvent pas faire ça. Donc dans des standards un peu classiques, voilà, l'ABC semi-direct en bio, strict, c'est de la théorie. Voilà et donc c'est un chemin, mais on n'y est pas encore et même se pose la question, heu et c'est sourcé de manière scientifique. Est-ce que c'est pertinent et est-ce qu'un petit travail du sol, à un certain moment, si c'est portant, enfin, je vais pas rentrer dans le détail technique, mais voilà, est-ce que ça peut pas être toléré? Heu voilà, donc là, sur ça, je développerai peut-être après, on a 2 pôles de recherche, fondamentale sur les sols, l'écologie des sols appliquée à l'ABC. Donc ça, c'est très sourcé sur le fait que la statistique actuelle sur le déficit taxonomique sur les sols, c'est 76. Donc il faut se rendre compte, par exemple, sur les nématodes, on parle souvent de vers de terre, mais moi, mon animal préféré des sols, c'est le nématode. Si on compte les animaux sur terre avec un système nerveux et un système digestif, en masse, 80 c'est des nématodes et ils ont un rôle essentiel dans nos sols, dans tous les sols français, sur la nutrition azotée et en phosphore. Parce que 70 d'entre eux sont bactérivores et cetera et en fait, les plantes font des exudats racinaires, nourrissent les bactéries et cetera via des boucles microbiennes. On a de la nutrition et donc forcément, le travail du sol impacte les nématodes, on ne les connaît pas donc en fait, chez David, là, si je creuse un trou, j'ai 99,5 de chances de découvrir un nouveau genre. On est au stade du genre de nématodes. Donc ça, après, c'est la caractérisation, donc on a quand même en face des connaissances trophiques et on sait un peu à quoi ils servent, mais on est quand même très mauvais sur la connaissance des sols globalement et encore plus sur, du coup, si je me place dans un contexte de sol moins travaillé, en bio depuis longtemps, comment évolue cette chaîne en fonction des types de sols? Enfin voilà, là, il y a plein de choses à creuser. Et l'autre pôle de connaissances fort qui manque aussi, c'est la génétique des plantes. C'est se réapproprier du coup, des connaissances et des génétiques de plantes adaptées à nos systèmes en ABC, c'est-à-dire où on est beaucoup plus technique en triage, donc potentiellement des mélanges. On arrête le monospécifique. On a du relais cropping, on a des, plantes compagnes. Voilà, on a plein de plantes et là, on est encore une fois, aujourd'hui, on travaille avec des plantes essentiellement sélectionnées pour le modèle dominant, donc avec, des engrais minéraux et donc les plantes, fonctionnent bien dans ces systèmes-là, mais moins bien en bio et en général, on travaille à l'autre bout, enfin certains agriculteurs travaillent avec des variétés dites anciennes ou du coup qui ont beaucoup moins de potentiel de rendement, donc sont peut-être rustiques, mais en fait, on est un peu aveugle et donc il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Aujourd'hui, on a, une diversité génétique qu'on peut retravailler avec les connaissances actuelles, heu, de sélection et ça aussi, donc c'est un gros sujet, de recherche, qu'on essaye de mener au niveau national. Merci Quentin. Donc, on comprend bien, hein, ce que tu disais, en introduction,
cette comparaison avec une boîte à outils et le fait que l'ABC, effectivement, c'est plus une trajectoire qu'une fin en soi. Alors, David, donc toi, en tant qu'agriculteur, tu pratiques donc l'agriculture de conservation des sols, donc ACS, le petit acronyme qu'on utilisait tout à l'heure, et le bio depuis quelques temps. Est-ce que tu peux nous reparler un petit peu, tu as commencé tout à l'heure, mais comment toi, par rapport à tes cultures, l'ABC se différencie du bio classique et pourquoi ça t'a amené en fait enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans ton cheminement pour essayer de conjuguer le bio et la conservation des sols, euh, voilà, vis-à-vis de ton expérience sur le terrain. Hmm. Alors, bah moi, il a jamais été... La grosse différence, c'est bien le labour. Il faut dire ce qui est. C'est ça qui différencie les deux systèmes. Et il y a 9 ans, j'ai décidé de basculer vers le label bio. En fait, je me suis jamais posé la question d'acheter une charrue, hein. Déjà, j'en avais pas sur la ferme. Et vraiment, alors là, je vais le dire franchement, si un jour je dois choisir entre la charrue et le glyphosate, mais je n'hésiterai pas une seconde, hein, je choisirais le glyphosate. Parce que mon centre d'attention sur la ferme, c'est les sols, hein. C'est ça qui m'anime aujourd'hui. Préserver mes sols, les upgrader, et je vois vraiment la différence. Et donc, non, il n'a jamais été question de relabourer. Et s'il fallait un jour que je fasse le choix, je préférerais réutiliser du glyphosate que de labourer. Et donc, partant de ce constat-là, je me suis pas trop posé de questions. Alors, j'ai peut-être deux chances quand même. C'est que, un, j'ai pas de pression familiale parce que c'est pas une ferme familiale que j'ai repris. Ça, c'est vrai que je le vois depuis des années. C'est quand même une pression très forte de basculer une ferme familiale, de changer un itinéraire technique. Parce que quand vous reprenez la ferme de vos parents, vos grands-parents, prendre ce choix, faut quand même être sûr de soi. Donc moi, j'ai eu cette chance-là. Et deuxièmement, quand je suis parti dans la lecture de conservation en 2003, déjà à l'époque, on me disait que c'était impossible. Aujourd'hui, après 22 ans des associations qu'on a citées, il y a beaucoup d'exemples qui montrent que l'agriculture conservation, elle est plus que possible en conventionnel. Mais on m'avait toujours dit que c'était impossible. De la même manière que reprendre une ferme en étant hors cadre familial, on m'avait dit que c'était impossible. Donc moi, j'ai toujours été face à des gens qui me disaient que c'était pas possible. Donc en fait, quand j'ai décidé de passer en bio, il y a 9 ans et qu'on m'a dit que c'était pas possible de le faire sans labourer, ça m'a plutôt motivé à dire allons-y, essayons, hein. Et donc j'ai pas trop changé mes pratiques, si ce n'est que j'ai dû me passer du glyphosate, hein, malheureusement, hein, parce que c'est sûr que là pour le coup, un label bio en pouvant utiliser 1 litre de glyphosate par an et par hectare, ça donnerait des résultats extraordinaires sur la vie des sols, mais on peut pas. Et donc je me suis lancé sans labourer dans le bio, voilà, sans trop me poser de questions. Merci David. Alors effectivement, quand on parle d'ABC, hein, on l'a vu déjà dans vos discours à tous les deux, on a l'impression, voilà, que c'est de la théorie, que c'est impossible, que c'est compliqué, peut-être que ça dépend des conditions pédoclimatiques, que c'est applicable dans certaines régions et pas dans d'autres. Enfin voilà, c'est des termes qui reviennent, que c'est le Graal, etc. Donc effectivement, on a compris que c'était plus une trajectoire qu'une fin en soi. Et pour autant, voilà, donc là, tu nous as parlé de ton cheminement, hein, David. Euh, Tu fais partie quand même des premiers, je pense, à avoir commencé à faire de l'agriculture de conservation des sols. Euh, donc, pour des raisons effectivement de gain de temps, hein, ce que tu disais. Alors, hormis donc tu nous as bien parlé du non-labour. Hormis ce non-labour, est-ce qu'il y a d'autres pratiques qui seraient étiquetées ABC en théorie que tu as mises en place sur ta ferme? Ouais, alors il y a deux choses, hein, qui ont été mises en place. Un, les couverts végétaux, évidemment. Ça, c'est un point important. Alors derrière les couverts végétaux, il y a plein de choses, hein. Il y a les couverts végétaux entre les cultures,
Mais en fait, on va plus loin maintenant parce qu'on parle aussi de plans de campagne. On sème des plans de campagne avec les cultures. On essaye le relais cropping aussi, qui est d'éviter au maximum les périodes durant lesquelles la parcelle se retrouve sans activité biologique, hein, c'est-à-dire sans photosynthèse, donc de pouvoir semer même les couverts avant la récolte de la culture. Bref, les couverts végétaux, c'est un vrai sujet extrêmement important en ABC pour injecter de la fertilité dans les sols et en particulier de l'azote, hein, puisque quand on parle de labour, on pense tout de suite à l'effet nettoyant du labour, c'est-à-dire désherbant. Or, si vraiment la charrue était un outil extraordinaire qui nous permette de se passer de mauvaises herbes, ça se saurait depuis longtemps, hein, parce que même en bio, les agriculteurs qui labourent, ils ont tous des hercétriques, des pineuses, des hauts rotatives. Hein, donc c'est bien la preuve que c'est pas la solution magique pour lutter contre l'enherbement. Par contre, le labour, il a un avantage extrême, c'est que il déstocke de la fertilité. C'est-à-dire que ça pousse mieux après un labour, parce qu'on active la minéralisation, et de toute façon, dans tous les cas de figure, ça pousse mieux après un labour. Donc, si on veut plus labourer, il y a des possibilités, Quentin l'a dit, il faut injecter de l'engrais au moment du semis, hein, pour compenser cette absence de minéralisation. Donc, c'est ce que je fais. On met de l'engrais organique au semis, dans les lignes de semis, même localisées, hein, pour compenser cette absence de travail profond. Et les couverts végétaux, ils sont là aussi pour upgrader le sol petit à petit tous les ans. Et à tel point que il faut qu'on soit prêt, il faut que l'agriculteur soit prêt techniquement, mais il faut que le sol soit prêt, c'est-à-dire que je suis pas sûr que tous les sols puissent démarrer en ABC du jour au lendemain. Ça, c'est aussi une autre problématique peut-être que j'ai pas eu à gérer, puisque moi, ça a été plutôt facile, parce que j'ai bénéficié presque de 15 ans d'agriculture de conservation avant de basculer en ABC. Et ça, c'est sûr que ça doit aider. Donc ça, et puis troisième point que j'ai mis en place, c'est l'allongement de la rotation, évidemment. Donc ça, on n'a pas le choix, il faut passer par un allongement important de la rotation. Moi, j'ai repris une ferme qui était en monoculture de blé. Quand je me suis installé, je suis passé à 3 ou 4 cultures. C'est pas suffisant en ABC, hein. Aujourd'hui, on fait 13 cultures sur la ferme sans compter les couverts végétaux. Donc, on a une rotation beaucoup plus longue et d'intégrer des cultures qui permettent d'aller vers du semis direct. Donc, je pense au sarrasin, au chanvre, par exemple. Ça, c'est des choses importantes. Et dernier point, on a augmenté le nombre de cultures et en plus, on a mélangé des cultures. C'est un autre. C'est-à-dire qu'on sème plus des cultures en pur, enfin, on en sème, mais on sème aussi des mélanges de cultures. Voilà. Merci pour ces exemples très concrets. Donc, effectivement, tu as un parcours peut-être qui a favorisé le passage en bio, puisque tu as commencé pendant de nombreuses années en agriculture de conservation et ensuite le bio. Donc, tout à l'heure, tu nous disais qu'effectivement, essentiellement, le passage en bio, c'était de se passer du glyphosate, surtout. Et bon, des engrais minéraux de Mm. synthèse. Maintenant, tu utilises des engrais organiques, quand tu disais que tu en mettais directement au semis. Ouais. Pourquoi cette volonté d'aller plus loin, entre guillemets, et de passer en label bio en 2015, c'est ça, hein? C'est ça Ouais, que tu veux dire. 2015-2016, ouais. 2015-2016. Qui t'a motivé à vouloir passer après en bio? Bon, c'était un cheminement un peu logique, hein. Je crois que dans les réseaux AC, il y en a beaucoup qui, au bout d'un moment, maîtrisent ce système. Parce que vraiment, l'AC, aujourd'hui, il y a des recettes de cuisine et il y a tout ce qu'il faut pour maîtriser un itinéraire agriculture de conservation. Ça, il n'y a aucun problème. Et une évolution presque logique d'aller plus loin dans la démarche. Parce on arrive rapidement à se passer, par exemple, d'insecticides via des plants de campagne. On arrive à baisser énormément les fongicides. On fait déjà des couverts, donc l'aspect fertilité azote, elle est en partie solutionnée aussi. Donc en fait, c'était vraiment une évolution logique, un challenge agronomique, on va dire, de basculer en ABC.
Ok, merci. Donc c'était presque, ça cochait déjà peut-être presque pas mal de cases du bio, entre guillemets, et ça t'a permis de facilement, plus facilement peut-être, entre guillemets, je mets des guillemets, de passer en bio. Alors, merci beaucoup. Donc, Quentin, David nous a énuméré un certain nombre de techniques. Donc, il a parlé de rotation, du fait de diversifier des cultures, de semis directs, de couverts végétaux. Est-ce que ce genre de techniques, ce sont des techniques courantes que tu croises dans les membres de l'association, dans les agriculteurs que vous connaissez? Est-ce que ce sont des techniques du coup qui font partie de cette fameuse boîte à outils dont on nous parle et que vous transmettez, sur lesquelles vous faites des formations, par exemple? Comment vous fonctionnez par rapport à ça? Oui, on m'entend là? Non, on m'entend pas. Oui, on t'entend. Là, tu viens de recouper le micro. Faut que tu réactives ton micro. Oui, pardon. C'est bon. Euh, oui, c'est des pratiques très courantes. Et d'ailleurs, j'étais en train de faire la liste. Donc, nous, notre boîte à outils de l'ABC, c'est une boîte avec 10 axes euh, thématiques, sachant que le 10e, c'est les thématiques émergentes. Et j'utilise même une photo de David Guy pour dire, il n'a pas dit le terme stride cropping, mais effectivement, il a même, c'est la seule parcelle en France que je connais. Je ne sais pas si peut-être tu l'as dit, David, mais une parcelle où effectivement on a la rotation et il y a tout le temps du vert dans la parcelle parce qu'il y a des bandes en culture de printemps-été et d'autres bandes en culture d'hiver. Donc, ce qui permet, et si on n'avait pas des contraintes réglementaires PAC qu'on a en France, peut-être qu'il y aurait plus de ce type de pratiques sur notamment autour de Paris, où on a des grandes étendues, donc ce serait facile de faire ce genre de choses, mais au niveau de déclaration, c'est un enfer. Donc, ça, voilà, c'est un vrai frein. Mais c'est très intéressant donc d'aller voir les fermes de David Guy à Blain. Euh, Ça, c'est les thématiques émergentes, mais effectivement, donc du reste, nous, il y a tout le travail du sol, il en a parlé, on a réduction à fond. Peut-être ce qui est une focale qu'on parle, et ça, David n'en a pas parlé, peut-être qu'il pourra réagir, c'est l'attention qu'on porte sur la génétique des plantes et donc le regard sur les adventices présentes, qu'est-ce qu'elles indiquent des pratiques. Peut-être pas tout de suite. Et là j'ai mangé le terme dont tout le monde est en train de penser, des plantes bioindicatrices. Pardon, donc souvent on dit oui, tiens, il y a du chardon, ça indique, pour se rappeler que quand même une bonne bioindication, c'est 10 plantes. Donc ça indique effectivement des choses. Mais voilà, regarder le cycle des adventices, y prendre attention et le volet génétique, enfin, le développement du SMI direct dans le sud-ouest avec agrodoc et le maïs, c'était lié à une variété de maïs qui vraiment se débrouillait mieux en contexte de sol non travaillé, plus dense, avec moins de minéralisation. Et là, c'est pareil sur les... Ah, je pas du tout. Donc à la fois les cultures ou les couverts végétaux, parce que souvent on dit on met en mélange avoine, févrole, voilà, on est au stade de l'espèce, mais en fait, on pourrait creuser beaucoup plus. Et c'est là que, bon, pour nous, il y a un vrai sujet, il y a du lien à faire avec les autres pays, parce que par exemple, en Suisse, il y a un vrai travail sur le sujet parce qu'une ferme suisse est beaucoup plus petite et donc il y a un enjeu à ne pas rater vraiment une année. Donc il y a du travail sur la génétique des plantes, notamment sur les couverts. Donc ce volet-là, on a parlé des couverts végétaux. Bon, des fois, on aime bien dire le terme SIMS, culture intermédiaire multiservice, parce qu'au-delà de la fonction couverture, il y a le rôle d'engrais vert, il y a le rôle de piège à nitrate, il y a le rôle de structuration du sol. Enfin, il y a plein de rôles. Et donc, il y a une palette de graines. Qu'est-ce que je mets en mélange? Voilà. Et aujourd'hui, nous, la grande règle qu'on a finalement, faute un peu de connaissances parfois sur le sujet, c'est plus c'est diversifié, mieux c'est. Moins c'est cher, mieux c'est. Parce qu'en fonction de ce qu'on arrive à trouver, voilà, il y a sinon je suis en train de penser à deux peut-être personnes ressources intéressantes là. Alain Peters qui fait euh, qui a parlé pas mal de couverts pluriannuels, ou Nicolas Courtois qui intervient beaucoup avec plusieurs commandements sur les couverts végétaux, qui sont des gens qui peuvent être à suivre, entre autres, hein. Je ne suis pas exhaustif du tout. Euh, Après, il y a tout ce qui est culture associée, plan de campagne. Et ben voilà, là, chez David, il y a des essais, toujours, je pense, de lupin blé.
voilà, plein de plantes associées. Et ça, je pense que c'est David, il y en a aussi, mais c'est un volet très important dont on n'a pas parlé, mais l'agroforesterie et les haies, ça fait partie des systèmes en ABC et ça a un rôle essentiel qui serait peut-être d'ailleurs tout en haut de la pile si les agriculteurs étaient aidés, je veux dire financièrement, mais aussi avec des bras, et qui n'est pas la charge mentale aussi d'organiser les chantiers. Bref, c'est un vrai sujet à débat, hein, mais qui est souvent pour nous pas en haut de la pile parce que c'est pas un direct retour sur investissement et on est déjà, enfin, on est dans une situation assez compliquée, voilà, du monde agricole. Il y a tout un volet de soins aux plantes aussi et au sol, qui est vraiment partie prenante de l'ABC. Donc là, on parle de thé de compost, lithofère, micro-organismes efficaces, macération, tout ce qui est finalement activateur biologique pour améliorer la santé, l'état de santé de la plante en direct, pour compenser un déséquilibre induit par le sol ou le climat, ou jouer sur le sol. Je donnerai vraiment un exemple très concret, s'il y en a qui ont envie de se lancer sur les macérations qui sont quand même assez développées dans le réseau, avec notamment Philippe Houdan et Stéphane Biot, qui parlent beaucoup du sujet et qui sont arrivés à l'ABC en fait un peu avec le même parcours que David, c'est-à-dire en action de conservation poussée et ensuite en bio. Et eux qui travaillent vraiment beaucoup les macérations, notamment macération d'ortie au printemps pour l'état de santé des plantes et consoude à l'automne sur le sol, parce qu'on améliore vraiment, on impacte vraiment les sols. Tout ce volet-là, là je pense aussi à Jean-Charles Devilliers avec l'entreprise Milpa, qui aussi fait plein de développement sur ce sujet de l'ABC. Tout ce sujet-là peut justement peut-être accélérer ou compenser un sol qui n'est pas encore prêt à passer en ABC. Je mets entre guillemets, et c'est vraiment un sujet à discuter avec plus de temps, parce que pour nous, ça peut aussi être un gouffre de temps, un gouffre financier, et donc ça peut vraiment, c'est un gros sujet d'avenir, mais si je caricature, si on fait ça et qu'on continue à labourer son sol ou à avoir une intensité de travail du sol très forte, c'est pas comme ça que je vais sûrement régler le problème. Encore une fois, ça donne envie d'aller dans les situations du terrain et de discuter concrètement avec un sol et une situation de ferme sous la main. Et ensuite, il me reste trois axes techniques. Tout ce qui est apport exogène, là, qui est plutôt lié au maraîchage sur sol vivant, à une correction vraiment que je ferai massive, où je sais qu'un sol a été dégradé, j'ai justement vidé la cave, travaillé le sol, minéralisé, j'ai plus de matière organique qui est quand même corrélée stricto sensu à la fertilité de mon sol. Donc je peux amener du compost, du broyat, des matières pour essayer de rééquilibrer mon sol. Et ça, clairement, le maraîchage sur sol vivant a bien montré que c'était le jour et la nuit. Et même certains, j'ai plus son nom, mais un agriculteur là autour de Paris, en lien avec le groupement, le GAB Île-de-France, qui fait du légume plein champ et qui a mis en place une plateforme de compostage. Ça me fait penser tiens, aussi à Frédéric Thomas, qui a une plateforme de compostage aussi en lien sur sa ferme. Et il y a voilà, ce soin à réfléchir aussi à la gestion de la matière organique et cela joue énormément sur les populations de champignons, notamment, qui sont essentielles pour après décomposer mes pailles, si je les restitue. Enfin, voilà, plein de volets. Et après, des choses plus classiques peut-être. Dernier point technique, la diversification. Donc ça, David en a parlé, de la rotation et de l'assolement. Donc dans le temps et dans l'espace, on diversifie ses cultures. Et c'est peut-être en lien avec une question là qui était est-ce que vous avez trouvé facilement le débouché pour les 15 cultures? Il y a aussi certains agriculteurs dans notre réseau qui ne vendent pas toute leur culture. Donc ça, c'est une question après aussi, on n'est plus en polyculture élevage, donc je choisis certaines années de faire ce que donc on appelle, nous, jachère intelligente, donc de semer des cultures, et souvent c'est des légumineuses pour fixer de l'azote, des légumineuses puissantes, pluriannuelles pour structurer le sol, régler les problèmes de rumec, de chardon, bon, faire d'une pierre 15 coups, pour aussi dédier mon temps de travail ailleurs, régler plein de problèmes, gagner de la fertilité. Et en fait, voilà, effectivement, là, je n'ai pas forcément de revenus à l'année. Des fois, de l'opportunisme, je fais une fauche, je récolte, je fais de la porte-graine, je récolte un peu de graines. Mais globalement, de ne pas forcément aussi avoir de débouchés, hein, c'est peut-être un gros mot, mais c'est le cas en tout cas pour certains agriculteurs aujourd'hui qui dédient leur temps sur les surfaces
qui doivent être des cultures sarclées à haute valeur ajoutée, et finalement une autre partie de leur ferme qui est en régénération, peut-être entre guillemets, et qui du coup nécessite moins de travail humain finalement. Voilà, et après, je finirai sur donc des thématiques émergentes qu'on suit peu, mais que pas mal de pionniers creusent, c'est-à-dire l'agrohoméopathie, l'allohoméopathie, donc des sujets plus proches. Il y a aussi bon, le lien avec la biodynamie, enfin, tout ce qu'on pourrait faire qui touche de la fréquence, du magnétisme, et ces sujets qui sont aux frontières aussi, l'information de l'eau. Tous ces sujets-là, voilà, j'en parle parce que c'est factuel, hein, il y a des formations sur ça. Et il y a quand même des choses qu'on observe dans les champs. De là à établir des liens de causalité, heu, nous, on n'en est pas là, mais force est de constater que c'est un ensemble, en fait, de pratiques aussi qui contentent les agriculteurs et finalement, ils sortent aussi du rendement. Voilà. Merci Quentin. Bon, dernière partie parce que ce webinaire, il est déjà 1h20, donc ça avance très vite. On va parler un petit peu des résultats concrets. Donc là, David va pouvoir nous donner aussi quelques éléments concrets qu'il a pu observer sur le terrain, sur sa ferme. Donc maintenant que tu as toutes ces années, donc 20 ans de recul aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous donner comme... voilà, est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que tu peux nous donner un petit peu comme résultat? Est-ce que selon toi, c'est des résultats qui sont généralisables à la fois à plus grande échelle, mais aussi sur d'autres terrains? Est-ce que tu peux nous en parler? Ton micro n'est pas allumé. Alors, je réactive le micro. La partie économique, elle est cruciale pour moi. C'est toujours ça qui m'a drivé. Hein. Je l'ai dit, quand j'ai choisi l'agriculture de conservation au départ, c'était pas du tout pour des questions agronomiques ou environnementales, mais purement économiques. Parce que on ne pourra pas faire de transition d'environnement ou quoi que ce soit s'il n'y a pas la partie économique qui fonctionne. Hein. Donc c'est ça qui est en tête de liste, hein, pour moi. Ça a toujours été ça. J'ai toujours géré ma ferme pour que elle soit rentable, que je puisse la payer et gagner de l'argent. Hein, c'est pas un gros mot en agriculture. Euh, oui, c'est rentable, hein, après 22 ans, je peux le dire. Investir dans le sol, alors c'est sûr que c'est pas un investissement à court terme, c'est un investissement à moyen terme, mais il y a bien un retour sur investissement. Alors encore plus en bio, j'ai envie de dire, parce que quand vous avez de l'azote euh, minéral à 1 € l'unité, c'est pas cher, mais quand vous achetez des granulés un peu perfectionnés en bio, là, 3, 4, 5 € l'unité, là, c'est mieux d'avoir un sol performant parce que vous avez moins besoin d'intrants, quoi, hein. Quand vous avez un sol vide, il vous faut beaucoup d'intrants. Donc, plus vous investissez dans votre sol, c'est le principe des couverts végétaux. Hein. Le couvert végétal, oui, ça coûte 50, 60, 70 € de semences. Il y en a beaucoup qui se disent on va faire une moutarde toute simple à 5 kg hectare et ça va coûter 10 € de l'hectare. Non, il faut mieux payer 70 € de semences à l'hectare qui vont peut-être capter 150 unités d'azote pendant toute la période et à 3 € l'unité d'azote en bio, potentiellement ça va me faire rentrer dans mon système 450 € dans les années suivantes. Alors que si j'avais implanté une moutarde à 10 € de l'hectare, j'aurais rentré peut-être 10 unités d'azote, donc 30-40 €. Donc, sur le fait que ce soit rentable, il y a pas de doute, hein. Et sur le travail du sol, ça c'est universel. À regarder, si vous demandez à un entrepreneur à votre CUMA de venir labourer, combien ça va vous coûter à l'hectare. Enfin, la charrue, c'est quelque chose de très énergivore, qui coûte cher, qui coûte du temps. C'est des heures tracteurs, c'est de l'usure des pièces d'usure très importantes. Et moi, quand j'ai démarré l'agriculture de conservation, pourquoi j'ai pas labouré? C'est parce que ça coûtait trop cher. Merci David. Est-ce que tu peux nous partager un avant-après marquant sur ta ferme, quelque chose que tu as constaté vraiment qui pourra parler à tout le monde? Un avant-après, il n'y a pas un événement, hein, puisque c'est le projet d'une vie.
de s'installer agriculteur. Donc, à partir du moment où j'ai signé, c'est fin 2002, pour reprendre cette ferme, alors déjà, on travaille avec le temps long, puisqu'on récolte qu'une fois par an. Donc, non, on ne peut pas dire qu'il y ait un avant, un après, c'est quelque chose de progressif. Et quand on parle d'upgrader ses sols et de prendre soin de ses sols, là, on est vraiment sur un temps très très long. Il n'y a pas de baguette magique qui fait qu'on décide là un matin quelque chose qui change fondamentalement les sols. Et je reviens juste sur une chose qu'on en a parlé beaucoup, hein, sur la rentabilité. Ce qui compte beaucoup, c'est quand même les filières. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en place ce type de culture s'il n'y a pas des filières structurées derrière qui permettent de valoriser un nombre de cultures important. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on peut tout mettre en place agronomiquement parlant. S'il n'y a pas les débouchés et l'outil industriel derrière pour transformer ces cultures, bah, c'est strictement impossible. C'est vrai que moi, j'ai la chance dans ma région d'avoir des filières bien en place qui permettent de valoriser tout un tas de cultures. Merci David. Je vais poser une dernière question à Quentin avant de prendre les questions après de l'audience. Alors, est-ce que, bon, du coup, on comprend hein, que, il y a des contextes pédoclimatiques qui sont peut-être plus favorables à certaines pratiques que d'autres. Est-ce que, Quentin, tu penses que ce type d'agriculture, elle est adaptée à tout type d'exploitation, tout type de contexte? Et voilà, est-ce que vous avez des données un petit peu globales sur les fermes qui vous permettent un peu de faire des études de suivi pour suivre un petit peu ces techniques-là et leur efficacité? Alors, oula, il y a plusieurs questions. Le suivi de Ouais, l'efficacité. je t'ai fait plusieurs questions en une, excuse-moi. C'est Je vais essayer d'aller très vite pour laisser de la place aux questions, mais donc voilà, c'est ça, est-ce que parce c'est qu'on arrive à une est-ce heure que de c'est webinaire. adapté à tout? Est-ce que c'est adapté à tout? Ben, je vais renvoyer à toutes les situations pédoclimatiques, je vais renvoyer à l'interréseau. Et donc, je vais prendre trois exemples. Je vais prendre le Québec, le nord de la France, le nord-est de la France d'ailleurs, tiens, et Agribio 04, donc en PACA, Mm. avec qui on travaille et qui a un projet sur l'ABC. Clémence Rivoire que je salue. Et donc, je vais prendre PACA qui est le plus compliqué, et d'ailleurs aussi Amine Ben Abdallah, qui est président de l'association de transition vers l'agroécologique en Tunisie, qui faisait, alors là, je vous renvoie vers il y a une vidéo YouTube de son témoignage, il faisait de l'ABC, je crois, depuis 2004-2006, avec des récoltes de céréales sur de la soula, qui est une légumineuse type luzerne, mais de milieu qui était très adapté à la Tunisie. Et là, depuis 3 4 ans, il ne pleut plus de l'eau liquide. Donc, il est dans une réflexion de système syntropique, mais un peu quand même mécanisé pour de la grande culture. Donc, vraiment, à essayer d'imiter le fonctionnement des oasis avec des plantes qui concentrent l'hygrométrie de l'eau dans l'air pour la rendre disponible aux cultures. Donc là, on en est là, et pour dire qu'en PACA, bah, c'est un peu ce qui guette hein, au niveau du dérèglement climatique. On est tous là derrière nos ordi, il fait chaud. Euh, donc là, c'est une vraie question, et donc c'est une question, mais c'est encore une fois, et là, je renvoie vers Cindy Morris sur les déterminants, les déclencheurs de l'eau et les cycles de l'eau, enfin aussi pour une hydrologie régénérative, enfin tous ces mouvements-là, là, on commence à creuser le sujet de l'eau. Et quand on fait de l'AVC, ben, on a plus de carbone dans le système, on a plus de humus, enfin matière organique du Mm. sol, plus d'êtres vivants, et on vient tous des océans, si on caricature. Enfin, il y a plus d'eau dans le système. Et quand il y a plus d'eau dans le système, l'eau appelle l'eau. Je caricature encore une fois, mais voilà. C'est vraiment, et ça, on l'observe. C'est les autoroutes de la pluie de Cédric Cabrol, pour ceux qui connaissent. Bon, voilà. Il y a tout ce sujet-là. Et donc, en PACA, c'est le vrai sujet. C'est comment déjà j'arrive à faire pousser et faire de l'intensification végétale alors que j'ai pas d'eau. Et du coup, en général, moins d'autofertilité intrinsèque dans mes sols. Donc, il y a les outils classiques dont on vient de parler, hein, culture associée, couverts végétaux, quelles graines adapter et s'inspirer du coup de ce qui se fait. Là, il y a des tests de Soula, par exemple, aussi dans le sud-ouest, là, qu'on essaye de suivre. Donc, il y a ces leviers-là. Et après, il y a des essais aussi avec le Polonia ou avec d'autres plantes. Alors là, voilà, remettre aussi, remélanger les filières, désiloter les filières, donc mélanger de la vitiforesterie, voilà, de l'agriculture, de la grande culture avec des haies
qui stockent l'eau, qui sont productives aussi avec de l'arboriculture. Bref, il y a tout ce volet-là. Le Setup Plus au Québec, et Muriel Bournival, qui est l'agronome en chef et administratrice de notre association. Et pour le coup, eux, c'est un peu l'exemple phare récent de l'ABC, parce que ça va parler aux agriculteurs qui sont peut-être là. Ils arrivent à sortir 5-6 tonnes de soja, hectare, 13-14 tonnes de maïs, et on est dans des systèmes semi-directs, strip-till, stricts, en bio. Et là, pour résumer un peu pourquoi ça fonctionne et pourquoi, selon Muriel, d'abord parce qu'ils sont très, très, très techniques, le setup plus sur le désherbage mécanique, le sarclage. Et là, ils réfléchissent entre les rangs de strip-till, quel couvert je vais mettre, comment je vais différencier mes différentes espèces pour faire des successions de cycles. Enfin, on en est là. Et l'autre point clé, elle dit, moi, je viens en France vous voir parce que vous jouez avec des sols complètement dégradés et nous, on est en train de dégrader nos sols aussi. Donc, vous êtes plus avancés que nous sur la dégradation. Effectivement, ils sont entre 7 et 10% de matière organique, plus un climat qui est encore favorable à ces cultures que je viens de citer, soja, maïs, c'est-à-dire la neige qui s'en va en avril-mai, avec un climat qui est quand même plus humide que nous, jusqu'à le retour de la neige en octobre. Voilà. Et donc, du coup, voilà, ça pète, mais du coup, ça marche aussi bien. Donc, il y a du striptease, il y a un peu de travail du sol, mais c'est très intéressant. Et dans le nord-est, ben, en ce moment, on est en train de suivre un projet européen qui s'appelle Simone, où on suit 5 agriculteurs très différents qui veulent aller vers l'ABC. Et pour le coup, c'était pour revenir sur, il y a pas, alors là, il y a des situations de sol totalement différentes. Il y en a même un, et c'est presque celui qui m'intéresse aussi le plus, enfin, en tout cas intéressant, qui adore labourer et qui fait des petits labours à 15 centimètres. Et moi, mon sujet finalement avec lui, c'est de voir et finalement d'aller creuser la dégradation du sol ou pas avec tout ce qu'il met en place en plus. Parce que toutes les autres pratiques y sont, culture associée, couverts végétaux, et dans son type de sol. Voilà, donc il y a aussi on a aussi une fraise rotative. Enfin, on essaye aussi d'autres sujets. Et s'il peut s'abstenir du labour, il le fera. Mais c'est une pratique aussi qu'il aime bien. Et là, il y a un accompagnement aussi, un volet humain qui est important pour nous, c'est-à-dire bah, on va caractériser ça. On va caractériser ça ensemble et on monte en compétence sur ensemble sur le panel des pratiques et on va voir ce que ça donne. Et le suivi du coup de l'efficacité des pratiques, un bon test bêche méthode VES, Visual Evaluation of Soil Structure, c'est toujours bien. Une analyse de sol chimique classique à 100 euros. Si vous avez jamais fait de granulométrie, c'est quand même la base pour lever le brouillard, hein, de savoir quelle proportion d'argile limon-sable j'ai dans mon sol. Et d'ailleurs, si je compte acheter, m'installer, ça devrait être la base de savoir quelle profondeur, comment est mon sol au niveau minéral, parce qu'après, finalement, l'organique, c'est une dynamique plus ou moins longue, mais je peux jouer dessus. Donc, une évaluation visuelle du sol, faire intervenir des experts s'il y en a, et là, sur les sols, l'Association française d'études des sols, c'est la Société savante française qui, quand même, rassemble plein de pédologues qui peut bien, bien caractériser ça. Analyse chimique. Et si j'ai pas répondu à la question, faites un mail à contact-abc.org et on vous renverra vers le réseau local. Merci Quentin, merci beaucoup. Bon, on va en terminer pour nous les questions qu'on avait prévues. Maintenant, on va prendre les questions rapidement puisqu'il est déjà 1h30 passée. Alors, je commence par la question de Corentin. Comment savoir qui est en AC ou ABC, donc agriculture de conservation ou agriculture biologique de conservation? Y a-t-il un organisme de regroupement au contrôle, un label? Est-il en cours de développement? Bon, je pense qu'on a déjà répondu une partie de la question, mais peut-être la dernière partie, non, sur le label en cours de développement. David, tu Je vous veux laisse prendre la répondre ou je réponds? question. Ouais. David, tu veux répondre ou je réponds? Tu veux, vas-y. Bah, à ma connaissance, non, il n'y a pas de label existant. Non. Il n'y a pas de label existant et effectivement, du coup, c'est une boîte à outils, donc il y a Mm. plus ou moins d'usage et même en année, en année très compliquée, là, on a passé quand même 2 années très humides. Il y a des agriculteurs qui n'avaient pas labouré et pour semer, il y en a qui ont été contraints de labourer, alors qu'il y a des parcelles qui n'avaient pas été labourées depuis 20 ans. Donc ce ne sera pas le cas de David Guy, mais voilà, certains, en fait, ça dépend où je place mon compromis et ma viabilité économique. Enfin, en fait, ça dépend des filières, ça dépend de plein de choses derrière. Mais donc là, quid de à ce moment-là?
finalement, le comparatif, ce serait, je suis en bio depuis toujours, mais là, j'ai trop dans un moment, ben, je mets une fois du glyphosate. Est-ce que je suis plus du tout en bio? Il faut que je refasse tout. Enfin, c'est le cas aujourd'hui. C'était pour, voilà, c'est en tout cas un exercice de réflexion. Donc non, il n'y a pas de label et il n'y a pas de référencement exhaustif de qui est en ABC, qui l'est pas. Mmh. Mais il y a une Alors vraie ensuite, il y avait question une... sur l'évolution du cahier des charges du label bio, hein. Et l'exemple que tu viens de donner, il est crucial, hein. Quand on a une vache qui est malade en bio, exceptionnellement, on a le droit de la traiter aux antibiotiques. Mais pour les sols, non. Merci. Alors ensuite, il y avait Laura qui demandait pourquoi le semi-direct n'est pas possible en bio. Je pense qu'elle voulait dire c'est peut-être plus compliqué. Ouais. Voilà, il y a eu une Il est réponse de possible. quelqu'un, mais je ne sais pas si C'est, vous voulez rajouter des Oui, éléments. ce qu'on peut dire, c'est il est que, alors, Vas-y, vas-y. il est possible, mais faut arrêter de penser que le semi-direct, c'est une fin en soi, hein. Je connais des agriculteurs qui font du semi-direct et qu'on peut pas qualifier d'agriculture de conservation des sols, hein. Parce que faire du semi-direct sans faire de couvert, sans allonger la rotation, sans mettre de la diversité, ben, ça n'a pas de sens, hein. Donc, non, c'est un moyen, le semi-direct, mais c'est pas un objectif, je pense. Si. Alors ensuite, alors voilà, l'ABC est un parcours pour y arriver, impulsé en partie par le type de sol, d'où ma question. Est-ce qu'on peut dire que l'ABC peut être réalisé sur tout type de sol, même s'il faut des années pour y arriver? Ouais, alors ça, c'est un faux problème, hein. C'est comme l'agriculture de conservation, hein. On dit, bah, moi j'ai des sols, c'est pas possible de réduire le travail du sol. Non, c'est pas une question du tout. Il faut que le sol soit prêt, mais tous les types de sols sont adaptés à l'agriculture de conservation des sols. Totalement d'accord. Mhm. Unanime sur cette réponse. Alors, une question de Frédéric. Est-ce qu'avoir un grand nombre de cultures et de mélanges de cultures accroissent la résilience du métier? Quels engrais sont utilisés à présent? Alors, je pense que la question, c'était quand David parlait des engrais qu'il utilisait maintenant qu'il était en bio. Ouais. Bah, évidemment que plus on a de culture, plus on limite le risque, hein. On met pas tous les œufs dans le même panier, c'est évident. Que, en particulier les cultures d'hiver, cultures de printemps, on voit bien que cette année, les cultures d'hiver, ça devrait bien se passer au niveau des rendements. Les cultures d'été, rien n'est gagné, hein, si on continue à avoir une sécheresse comme ça. Donc, je suis bien content d'avoir la moitié de ma sol qui est en culture d'hiver. Donc oui, c'est sans doute plus résilient d'avoir plus de culture, ça c'est évident. Et ensuite, les engrais qu'on utilise, alors moi sur la ferme, hein, c'est essentiellement, étant pas très loin de la Bretagne, des fientes de poule et des pellets qui sont aussi issus de fientes de poule, essentiellement. Merci, David. Alors, il y a Christophe qui demandait quelles sont les filières les plus intéressantes. Alors, je pense qu'il voulait parler des différentes filières que vous avez, de débouchés que vous avez sur vos 13 produits. Euh, alors, bah, les filières, moi je vends essentiellement à une coop, hein, qui s'appelle Terrena. Je vais leur faire un peu de pub, qui a bossé beaucoup, hein, pour développer des filières. Donc, c'est bah, tout un tas de céréales, hein, donc évidemment du blé panifiable, mais aussi de l'avoine, hein. Ils ont une filière où on fait de l'avoine d'hiver pour les flocons pour le petit déjeuner là. On fait de l'orge, on fait tout un tas de légumineuses évidemment. Ils ont une grosse filière lupin qu'on fait en association, mais aussi de la févrole, des lentilles. On a la chance d'être pas très loin de la Bretagne, donc on bénéficie là d'une AOP là pour le sarrasin. Euh, voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre? Bah, tournesol, la filière existe aussi, maïs aussi. Je fais du chanvre. Là, c'est une filière plus petite, mais qui est en train de se développer. Enfin bref, ouais, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Avant de semer, il faut être sûr de savoir comment on va la commercialiser et pas l'inverse, hein. Merci. Alors, ensuite, on a une question un peu technique de Baptiste. Alors, est-ce que David utilise du matériel de désherbage de type Orbis de Rollensem? Si oui, à quelle fréquence? Est-ce qu'il est satisfait du matériel et quelles sont les conditions de réussite de son utilisation? Non, je n'utilise pas cette machine.
à proprement parler, non. Mais j'utilise des machines qui ressemblent à ça là, pour justement, on n'en a pas parlé, mais le problème majeur en agriculture biologique de conservation, c'est se passer de glyphosate sans utiliser de charrue. Et donc, c'est comment on termine le cycle du couvert végétal. C'est vraiment ça l'enjeu le plus important. Et sachant que si on veut utiliser pleinement le bénéfice du couvert, il faut essayer de l'emmener le plus loin possible avant le semis de la culture suivante. Donc on utilise des outils de travail du sol superficiel pour arrêter ce couvert végétal. Et cette machine-là, j'imagine qu'elle peut faire le travail. Parfait, merci. Ben, je crois que c'est tout pour les questions. Merci beaucoup David, merci beaucoup Quentin pour votre participation à ce webinaire. On est ravis d'avoir pu l'organiser avec vous. Merci à tous et à toutes qui étaient là pour écouter ce webinaire, que vous pourrez retrouver bien sûr en replay. Vous recevrez un mail avec les liens pour pouvoir retrouver ce webinaire. Merci à toutes et à tous et à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir.